Ce que vous allez entendre aujourd'hui, personne n'avait osé le dire publiquement. Derrière les déclarations officielles, derrière les communiqués, derrière les images soigneusement contrôlées, se cache une réalité que le pouvoir voulait étouffer. Des morts, des centaines de prisonniers, des familles brisées, et un calendrier électoral qui avance comme si la douleur pouvait être effacée d'un simple décret. Alors asseyez-vous. Respirez profondément. Parce qu'à partir de maintenant, nous allons entrer dans ce que beaucoup appellent la zone interdite de la vérité. Mes chers amis, comme vous le savez, c'est toujours avec un profond attachement que je prends la parole pour vous. Même lorsqu'il fait nuit, même lorsque la fatigue se fait sentir, je me dis que vous méritez que je sois là pour vous accompagner, pour vous informer, pour que votre soirée ou peut-être votre journée selon l'heure où vous regardez cette vidéo soit éclairée par une mise au point nécessaire. Avant de commencer, je vous invite une fois encore à interagir, à commenter, à rester jusqu'à la fin, parce que votre parole compte autant que la mienne. C'est ensemble que nous construisons cet espace d'échange, et croyez-moi, c'est un immense plaisir de vous avoir avec nous, fidèles, attentifs et engagés. Face à la tempête politique et sociale qui a secoué la Côte d'Ivoire, les populations ne sont pas restées immobiles. Elles se sont organisées, parfois dans l'urgence, parfois dans la douleur, pour faire entendre leur voix. Pour notre part, avec nos amis du PDCI, nous avons jugé indispensable de créer un front commun. Un front de résistance, de coordination et de solidarité face à ce que beaucoup percevaient non pas comme un débat politique normal, mais comme une forme de nettoyage méthodique sur le chemin d'un pouvoir déterminé à avancer coûte que coûte. Dans ce contexte, nous avons également mis en place une organisation confiée à Damana Picasse, qui depuis a été placée sous mandat de dépôt, ce qui ajoute encore une couche de tension et d'incompréhension à la situation déjà explosive. Les manifestations qui ont suivi ne furent pas de simples mouvements d'humeur. Elles ont duré plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, rassemblant des milliers de personnes qui n'en pouvaient plus de voir leur pays glisser dans une zone d'ombre où les règles habituelles du jeu politique semblaient avoir disparu. Puis, un événement déterminant est tombé, la décision du Conseil constitutionnel déclarant Azanara élu. Cette annonce a aussitôt déclenché une vague de reconnaissance internationale, en particulier des États-Unis et de la France, confirmant une dynamique qui paraissait déjà écrite. Mais au sein du pays, cette validation a été perçue comme un choc, comme un signal de plus que la voix des populations n'avait pas été entendue. Les conséquences humaines furent terribles. Environ une trentaine de morts, ce chiffre seul devrait suffire à marquer un arrêt dans toute nation qui respecte ses citoyens. Parmi ces pertes, certaines zones ont particulièrement souffert. À Nayon par exemple, nous avions envoyé notre camarade Prig, qui a fait un travail remarquable de représentation dans un climat pourtant dangereux et tendu. Je lui adresse ma gratitude, ainsi qu'à tous ceux qui, malgré les risques, ont continué à se tenir debout. Je parle de camaraderie parce qu'ils militent à nos côtés, mais je parle aussi de fraternité parce que nous partageons une identité, une histoire, une communauté. Pour ma part, j'ai même dû envoyer mon épouse sur le terrain, en complément du travail déjà accompli par Kipré dans d'autres localités. Elle s'est rendue à Naou, puis à Abillé, puis encore dans d'autres villes comme Nayo, Sao, Yamoussoukro et enfin Bonois. Partout, c'était la même atmosphère lourde, mêlée de tristesse et d'inquiétude. Nous avons pleuré les morts, mais nous avons également pleuré les emprisonnés. Parce que derrière chaque arrestation, il y a une famille, des enfants, des parents qui ne savent pas où se trouvent leurs proches. Et je peux en parler, moi-même, j'ai connu la Maca. Je sais ce que c'est que de perdre sa liberté dans un contexte politique. D'après les chiffres, il y aurait environ 30 morts et plus de 1000 personnes emprisonnées. Le ministre a évoqué 700 arrestations liées directement à ces événements, mais il faut y ajouter ceux qui étaient déjà incarcérés auparavant. Le nombre total dépasse donc largement le millier. Dans cette crise, il faut remercier tous ceux qui ont soutenu les familles, qui ont accompagné les endeuillés, qui ont tendu la main là où l'État ne l'a pas fait. Des personnalités, des responsables locaux, des anonymes aussi. À Bonois, à Tobruk, dans plusieurs communes, des hommes et des femmes ont été présents dès les premières heures. C'est dans ces moments que l'on reconnaît la force d'un peuple. Et pourtant, malgré cette douleur encore vive, malgré les cercueils qui n'ont pas encore trouvé leur terre, malgré les familles qui cherchent encore des informations sur leurs proches arrêtés, le gouvernement a choisi de rapprocher la date des élections législatives. Une décision qui, pour beaucoup, ressemble moins à une organisation démocratique qu'à une fuite en avant. Comment demander aux gens de déposer des dossiers électoraux quand ils ne savent même pas où leurs fils, leurs frères, leurs parents sont détenus? Comment faire campagne alors que des familles n'ont pas encore eu le temps de faire leur deuil?
C'est d'ailleurs dans ce climat confus que j'ai appris presque par hasard que Damana Pikas venait d'être transféré à la Maca. Des informations contradictoires circulaient. Certains parlaient du Sobro, d'autres de la DRC. Ce manque de transparence est grave. Un peuple doit pouvoir savoir où se trouvent ses enfants lorsqu'ils sont arrêtés. Il doit avoir le temps de pleurer ses morts dignement. Il doit pouvoir enterrer les siens sans pression, sans calendrier imposé. Et pourtant, malgré cette évidence, la date de dépôt des candidatures est maintenue au 12 novembre. Trop proche, beaucoup trop proche. Cette décision a ouvert un débat immense dans tout le pays, sur les réseaux sociaux, dans les familles, dans les quartiers. D'un côté, ceux qui veulent aller aux élections coûte que coûte. De l'autre, ceux qui pensent qu'on ne peut pas foncer comme si rien ne s'était passé. Et au milieu, une réalité. Tout le monde veut aller aux élections. Mais la vraie question, ce n'est pas faut-il y aller, mais quand faut-il y aller? Déposer les dossiers le 12 novembre, puis organiser les élections en décembre, c'est occulter les blessures encore ouvertes, c'est faire comme si les morts n'avaient jamais existé. Un calendrier aussi serré n'est pas sérieux. Il n'est pas moral. Il n'est pas humain. C'est pourquoi, pour ma part, je suis catégoriquement opposé à une élection à court terme. Ce serait recouvrir les drames récents d'un voile qui n'a rien de digne. Le gouvernement doit accepter de repousser la date. Dans le cas contraire, comment participer? Comment prétendre que les conditions sont réunies? Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes avant de l'être avec l'État. C'est seulement ainsi que Dieu nous bénira, que Dieu nous comprendra. J'ai gouverné ce pays pendant 10 ans. Je sais qu'un calendrier se modifie quand l'intérêt national l'exige. On ne gouverne pas pour soi, mais pour le peuple. Voilà mon point de vue. J'attends le vôtre. Ne partez pas sans laisser un commentaire. Votre voix compte. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Votre opinion, vos réflexions, vos témoignages sont essentiels, alors ne partez pas sans écrire un commentaire. Ici, votre voix compte autant que la mienne. Si cette vidéo vous a éclairé ou fait réfléchir, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Restons vigilants, restons lucides et surtout, restons unis. Merci pour votre fidélité, que Dieu vous garde et vous accompagne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.